Salut à tous les amis, c'est Loïc. Déjà avant de commencer, évidemment, tu connais l'histoire, hein. Tu t'abonnes et tu sonnes à la cloche. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, un épisode dans le carré, oui, mais un épisode dans le carré en partenariat avec Live Poker, car vous avez pu déjà retrouver il y a quelques semaines les meilleurs extraits dans l'émission 5 sur 5. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur Live Poker et évidemment à vous abonner. Je voulais aussi vous parler de la nouvelle application de l'ami Hugues Fournaise, Poker Dealer. La présence de 300 joueurs, un hommage au school aux années fastes du poker, du hold'em et de l'Omaha, plein de modes de jeu. Voilà, n'hésitez pas à aller télécharger l'application. Toutes les infos se trouvent en description de la vidéo. Voilà, j'espère que ce dans le carré va vous plaire. On va partir en vacances et on se retrouvera au mois de septembre pour plein de nouvelles interviews et plein de nouvelles émissions. Je vous fais la bise. Prenez soin de vous et de vos familles. Salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Loïc, événement exceptionnel, je reçois Monsieur Bertrand Elki Gros-Pelier. Salut mon Bertrand, comment tu vas? Salut Loïc, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ben écoute, ça va, ça fait quelques années qu'on s'était pas vu, qu'on n'avait pas pu discuter, mais il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses pour toi en ce moment. L'événement majeur, c'est l'annonce depuis quelques jours de ton recrutement chez GG Poker. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler de comment ça s'est fait, ce recrutement, justement? Alors, en fait, je suis ami avec c'est incroyable d'ailleurs comme histoire. En fait, le fondateur de GG Poker et le directeur, on était amis depuis plus de 15 ans. On habitait dans le même immeuble en Corée du Sud et en fait, il a commencé dans le poker parce que pratiquement en même temps que moi, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé à jouer au poker, il s'est mis dans le poker à jouer aussi et après, il a monté comment dire, Des affaires? des affaires principalement pour être associé pour PokerStars et Full Tilt à l'époque, parce que c'était les deux plus gros sites. Donc, il a commencé ça dès 2005 et ensuite, il a continué dans le poker. Et après il a monté une entreprise de création de software, en fait, parce il pensait vraiment que les clients et le soft pouvaient être améliorés. Et il n'y a pas tant de boîtes qui étaient intéressées. Et donc, du coup, en 2014, il a carrément lancé sa propre room qui est GG Poker. Et on en est là aujourd'hui. Donc, on était amis depuis longtemps. Donc, je le connaissais bien. Mais c'est vrai que depuis les premières années, en fait, il s'est concentré plus sur le marché asiatique. Et maintenant, ils se développent beaucoup plus à l'international, comme vous avez dû le voir, parce qu'ils ont recruté aussi mon ancien collègue Daniel Negreanu. Donc, ils ont vraiment une politique très ambitieuse et ils viennent de signer avec les World Series of Poker Circuit également. Les premiers circuits en ligne qui auront lieu le mois prochain. Donc, Une grosse, un gros début, on va dire. Un très ouais, gros ils sont, ils début. sont, ils sont extrêmement ambitieux et c'est vrai que quand il m'a expliqué ce qu'il comptait faire et comment il voyait le poker, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a tout de suite cliqué chez moi. Donc, Ah voilà, alors c'est ça, ça fait partie justement des questions. Cette ambition, cette volonté de la part de GG Poker d'aller, j'ai envie de dire, vers plus de gamification finalement pour le poker, plus de fun, est-ce que c'est quelque chose qui toi tout de suite t'a parlé par rapport à ton passé? ouais, c'est sûr, bah, mon passé de joueur de jeux vidéo, mais c'est vrai que même si, d'abord, par rapport à mon passé de joueur de jeux vidéo, c'est sûr, mais je pense que c'est clairement aussi le futur et qu'il y a beaucoup de. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que en fait, quand on joue des parties au poker à très haut niveau, évidemment, il faut, il y a tellement d'enjeux qu'il faut prendre ça extrêmement sérieusement. Mais d'un autre côté, je pense que on a un peu dévié de ça les dernières années et tout le monde prend le poker un peu trop sérieusement, même si s'améliorer la complexité du jeu, c'est ce qui fait le jeu extrêmement intéressant. Pour la plupart des joueurs, en fait, ils veulent surtout s'amuser et passer un bon moment. Ils veulent pas. Donc, et en fait, je pense que GG Poker, ils ont clairement compris ça et ils veulent vraiment remettre le poker dans cette direction. Je trouve que le poker, ouais, C'était devenu quoi? c'est Un difficile peu à se dire. trop, un peu trop difficile, une image un peu trop dure, un peu trop compétitive, pas assez de fun? Ouais, pas assez de fun. Bah, la compétition, c'est un aspect clé, c'est évident. Donc, c'est sûr que quand on joue au poker, on veut la compétition, mais il faut qu'on puisse être capable de s'amuser quand même et de jouer. Et c'est pour ça que, en fait, la plupart des joueurs qui jouent au poker, c'est un hobby quand même. Faut pas se voiler la face. Tu vois, il y a quelques professionnels, mais c'est pas.
C'est pas la majorité, 50% quoi. des joueurs de poker qui vont être des professionnels. Donc évidemment, s'améliorer, c'est aussi intéressant et étudier le poker et l'aspect compétitif, mais il faut quand même que ça reste, amusant de base. Et je trouve que le monde du poker en général a un peu dévié de ça les dernières années, même si c'est. Et donc la politique de GG Poker, c'est de rendre ça. Et franchement, j'ai joué sur GG Poker, c'est vraiment fun parce qu'en fait, quand tu peux faire t'as des animations, t'as des emotes à chaque fois qu'il se passe un coup dans une main, tu peux faire quelque chose, tu peux. Ça vit, quoi. Mais tu peux sweat la river. En fait, c'est la river, elle arrive cachée quand t'es all-in. Et tu peux la découvrir petit à petit. Et ça rajoute plein de suspense, c'est marrant. Et tu peux aussi, montrer tes cartes quand t'as pas été dans le coup et que tu peux folder que t'as foldé plus tard. En fait, c'est assez marrant. Tu vois, genre en fait tout le monde fold. Il y a des mecs qui jouent un coup. Il y a genre 3 as au flop. Et il y a un mec qui fait all-in. Et si t'as foldé un as, tu peux montrer un as quand le coup est fini. Donc tu peux faire plein de trucs que tu peux pas faire live et surtout que tu peux pas faire non plus sur les sites concurrents. Et ils développent ça en permanence pour ajouter toujours des améliorations pour rendre le jeu un peu plus fun à jouer en fait. Alors, on va revenir un peu en arrière, Bertrand. Tu as eu les grandes années, les années fastes, les années où tu as fait la Triple Crown, tu as pris des millions. Tu as eu une période un peu plus creuse en termes de résultats, évidemment, même si tu continuais de jouer. Et puis, il y a un peu plus d'un an, c'est le retour d'Elki. Plusieurs performances, dont finalement ton second bracelet. Tu deviens d'ailleurs le premier Français à avoir un bracelet WSOP et WSOP Europe. T'as les deux. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as les deux. Avant qu'on revienne sur cette victoire, la période de creux, tu l'as vécu comment, toi, personnellement? Bah, c'est jamais évident, c'est sûr, c'est jamais évident, mais il y a quelques années où je jouais un petit peu moins aussi parce que j'étais aussi impliqué avec Team Liquid et avec le stream et avec les jeux vidéo, avec Hearthstone. Donc c'est sûr que quand on joue moins, déjà la variance elle est très importante dans ton tournoi live et si en plus on en joue un peu moins, c'est facile si tu fais 20 tournois par an ou 30 tournois par an, en fait, c'est facile de tout briquer, tu vois. Pourquoi t'es allé à côté, justement? T'avais envie un peu de te changer les idées quand t'es parti vers la Team Liquid? C'était quoi? Ouais, c'était pas vraiment ça. En fait, j'ai toujours été fan de jeux vidéo et là, c'était une occasion qui s'était présentée. Et également avec comment j'ai commencé à streamer également à l'époque. Donc, c'était un peu tout connecté. Et donc, c'est sûr que la variance, elle est encore plus importante à ce niveau-là. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de résultats auparavant et j'ai quand même. Même si c'est jamais simple en live, surtout parce qu'en fait en live ça dure très longtemps. Tu vois, si tu fais 40 tournois par an, tu peux tout briquer pendant un an. Donc niveau du temps c'est long en fait. Donc il faut être beaucoup plus patient que qu'en ligne. En ligne tu fais 20 tournois par soir et en Et quelques semaines ça finit normalement par aller bien. à quelques semaines la variance elle est relativement lissée alors que là, c'est un peu l'aspect difficile en fait. Tu vas la plupart des tournois, à part les WSOP à Vegas, c'est genre tu vas quelque part pour une semaine, tu fais je sais pas, en 4-5 tournois max, tu vois, en général 4-5 tournois, des fois un peu plus, mais c'est très très rare. Donc la plupart du temps, tu vas rien faire du tout. Alors, et justement, quand t'arrives, entre guillemets, au bout du tunnel, quand t'arrives et que tu gagnes ce second bracelet, comment tu le vis, toi, personnellement? C'est un soulagement? Finalement, c'est un juste retour des choses parce que, comme tu dis, ben, en live, il y a beaucoup de variance. Tu le vis comment, cette seconde victoire? Ouais, bah, j'ai même, tu vois, je sais pas, enfin, j'ai quand même eu énormément de chance. J'ai battu 2700 joueurs, tu vois. Même si ça s'est équilibré, parce que sur le long terme, la variance s'équilibre, mais je pense qu'en fait, en live, en tournoi de poker live, le long terme, il sera jamais assez long pour que la variance s'équilibre. Tu vois, il y a les meilleurs joueurs du monde ne gagneront jamais le main event des WSOP, par exemple, pour donner un exemple, tu vois. Bien sûr. Et, et donc, c'est sûr que ça fait extrêmement plaisir. C'est un peu, surtout que c'était 2700 joueurs et en plus, il y avait genre 12 Negreanu, 12 Sean Dib, tu vois, parce que c'était le Colossus à Kings et c'était le dernier tournoi du joueur de l'année. D'ailleurs, en fait, ça se trouve, j'ai gagné parce qu'il y a eu une erreur de calcul. Je sais pas si tu as suivi cette histoire d'erreur de calcul des points. Ah non, j'ai pas. Ah ouais, t'as pas suivi ça? Non, j'ai pas vu ça. C'est quoi? Ah, c'est fou. Bah, en fait, c'est le dernier tournoi des WSOP Europe. Et il y avait encore 3 joueurs dans la course pour gagner le titre de joueur de l'année WSOP. Donc il y avait Daniel Negreanu, Sean Dib et un Australien qui s'appelle Campbell. Ouais. Donc c'était 3. Et
Negreanu était en tête au début du tournoi, mais ils ont quand même tous joué. Bien sûr, ils ont tous joué le tournoi et tous joué au tournoi. Tu pouvais t'inscrire, genre, il y avait 6 jours 1 et tu pouvais faire une re-entry par jour 1, je crois. Donc, ils ont tous joué 12 fois. Et enfin, jusqu'à ce qu'ils montent un stack, quoi. Et, donc, Évidemment. et ensuite, on arrive au dernier jour. Au dernier jour, et on n'est plus que 11. Et je dois être en 4 ou 5e position. Et Sean Deeb est un peu devant moi. Et en fait, il faut que Sean Deeb termine 5e pour prendre le titre à Negreanu. Ouais. Et donc, il y a un gros coup qui arrive assez vite et il utilise, comment dire, une stratégie qui augmente un peu la variance parce qu'en fait, on n'était plus que 10 et donc il prend des risques pour monter un stack contre moi et finalement, il sort en 10e position sur ce coup-là. Et en fait, donc Daniel est sacré joueur de l'année. Ouais. Je lui dis par texto et tout. Il croyait que je le bluffais et tout. Et finalement, trois jours après, on apprend qu'il y a une erreur dans le décompte des points et que finalement, le joueur de l'année, c'est ni Daniel ni Sean Deeb, c'est le troisième mec, Robert Campbell, qui est joueur de l'année. Et en fait, Sean Deeb aurait juste eu besoin de terminer 9e pour être joueur de l'année. En fait, vu son stack, c'était sûr qu'il terminait 9e. En fait, il jouait aucune main, il terminait 9e parce qu'il y avait des shorts qui s'éliminaient. Il y avait plein de mecs shorts. Et donc, du coup, c'était assez incroyable comme scénario. Parce que, en fait, si Sean Deeb avait besoin de terminer 9e, je n'aurais pas gagné tous ses chances sur ce coup. Ça se trouve, ça aurait tout changé. J'aurais peut-être pas gagné mon deuxième bracelet. En fait. Donc, c'est assez incroyable comme histoire. Comme histoire. Au final, l'histoire est belle. Tu maintenant détenteur de 2 bracelets. Bon, tu avais déjà beaucoup de titres avant. Autre que les titres, tu as aussi été précurseur dans un autre domaine qui aujourd'hui fait figure pour tout le monde de normalité. C'est Twitch. C'est le streaming. Tout le monde stream aujourd'hui. Je sais pas si tu vois en France, c'est incroyable le nombre de Bien sûr, de streamers qu'il y a. J'en discutais il y a pas très longtemps avec Yo Viral et Yo m'a dit, mais si je stream, c'est grâce à Bertrand, c'est lui qui m'avait dit pendant. C'est vrai, pour la Maison du Bluff, je crois, non ou un truc. Il m'avait pas précisé. Alors, est-ce que ça fait quoi d'avoir été alors d'abord le papa de plein de joueurs parce que beaucoup de gens t'ont regardé, mais maintenant t'es le papa de plein de streamers. Honnêtement, c'est Jason Somerville le premier qui a vraiment popularisé ça à un tel point. Mais c'est sûr que je pense que c'était un peu une évidence par rapport à l'évolution technologique et le fait que ce soit de plus en plus facile pour n'importe qui de streamer. Et c'est juste aussi, c'est même l'évolution des médias, le fait de pouvoir contrôler ce que tu regardes, ça suit comment dire. Ça se rapproche un peu de Netflix dans ce genre-là. En fait, plus personne veut juste allumer la télé et être forcé de regarder. En fait, tout le monde veut contrôler ce dont ils ont accès et le média qu'ils consomment. Et donc, c'était un peu évident de mon côté. Mais c'est vrai que ça, surtout dans ces périodes-là, ça développe encore plus. C'est assez impressionnant le développement de tous les streams et du poker. D'ailleurs, je vais streamer aussi pour GG Poker. C'est ce que j'allais dire. T'avais un peu arrêté et là tu t'y remets là. Je me suis remis dimanche dernier. Je vais streamer tous les dimanches, soit sur ma chaîne, soit sur celle de GG Poker, et également les aider pour l'implémentation de la stratégie et vraiment trouver du contenu fun et faire ça beaucoup plus fun aussi, parce que streamer c'est fun, mais ça peut être long. Le poker, en fait, c'est un super jeu. On adore tous y jouer, mais très souvent, ça a les défauts justement que regarder du poker, c'est un peu lent en fait. À part si tu es vraiment très très fan, genre regarder une table finale de poker, ça peut durer 10 heures. Et ça peut être très chiant. Ça peut être très chiant. Si t'as pas de chance, que tu tombes au moment où c'est genre raise, fall, tu vois, il y a des moments où à cause de l'ICM, en fait, tout le monde doit jouer relativement serré, en fait, surtout en table finale. Donc, si t'as genre un mec qui a 6 blinds et 4 qui en ont 20 et 1 qui en a 80, le mec qui en a 80, il va regarder tous les coups jusqu'à ce que les autres ils vont tous folder jusqu'à ce que le mec ait 6 blinds boss. C'est pas très. C'est pas très fun. Pas très spectaculaire, tu vois. C'est pas très spectaculaire. Donc, ça dépend des moments. Mais même, même début de tournoi, c'est pas si fun que ça à regarder. En fait, ça peut être intéressant à regarder, bien sûr, mais en fait, il y a quand même une déconnexion entre le fun que tu peux avoir à jouer et à regarder. Souvent, c'est pas du tout aussi fun à regarder qu'à jouer, en fait. Alors qu'il y a d'autres disciplines ou sports, ou l'e-sport par exemple, c'est souvent plus
c'est souvent plus fun à regarder qu'à jouer, par exemple, genre StarCraft ou ce genre de jeu, parce qu'en fait, jouer techniquement, c'est impossible de reproduire ce que les joueurs font et surtout, c'est beaucoup plus rythmé, mais on ne peut pas vraiment comparer des jeux comment dire, qui sont sortis les dernières années et qui ont été maintenant les jeux vidéo qui sortent, en fait, ils sont carrément dans le design du jeu, en fait, ils prennent en considération Le côté e-sport? non seulement le côté e-sport et compétitif, mais aussi le côté spectacle, en fait. Donc, Ouais. pour être sûr qu'il y ait de l'animation en permanence, pas que ce soit un jeu qui soit juste très compétitif et que le meilleur joueur gagne et qu'il y ait un seuil de skill très élevé, mais Faut que ce soit visuel, aussi quoi. que ce soit visuel et qu'il y ait de l'action en permanence et que ce soit fun à regarder et que les parties durent genre tu vois, 20-30 minutes et pas des parties qui durent de 4 heures, parce que personne maintenant comment dire, l'attention de tout le monde, en fait, elle se réduit de plus en plus parce que le média qu'on consomme, il est quand même de durée de plus en plus courte, donc t'as pas envie t'as pas envie de regarder un truc qui dure 4 heures, tu vois. 4 heures, c'est dur d'avoir un time slot de 4 heures dans ton emploi du temps. Quand tu vois ça, quand tu vois aujourd'hui à quel point le gaming, la compétition, c'est devenu important. Quand tu vois, alors que toi t'es parti il y a quoi? Il y a 15 ans, 20 ans, c'est pire que précurseur, toi, t'as été... Il y a 20 ans, ouais. 20 ans. Quand tu vois à quel point aujourd'hui l'e-sport c'est devenu un phénomène, toi qui as été dans les premiers à te mettre dans le poker à fond, je rappelle que tu as été le premier sur Poker Star à l'époque, hein, faut bien parler, à être. C'était quoi le plus haut niveau à l'époque? Supernova, premier Supernova et premier Supernova Elite. Supernova Elite. On a toujours l'impression que tu as un temps d'avance. T'as un peu cette impression, toi, ou pas, d'avoir toujours été un peu en avance sur toutes les modes? Bah, en avance, je dirais pas, mais un des premiers, ouais, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Je suis assez curieux j'essaye de vraiment pas un temps d'avance, mais un des premiers comment dire, à adopter les nouvelles tendances ou technologies, j'imagine. Alors justement, on est dans un moment particulier en ce moment avec le Covid, le coronavirus, le confinement. Est-ce que tu penses que ce drame, parce que ça en reste un, le fait que tout le monde ne puisse plus jouer en live, mais reparte sur le online, on parle d'explosion du online, un nouvel âge d'or. Est-ce que tu penses que ça va, pour le poker, peut-être changer les choses, que les gens vont peut-être aller un peu moins sur le live, rester plus sur le online? Tu vois ça comment, toi? Bah, franchement, c'est très dur de prédire l'évolution à moyen long terme. C'est très dur de prédire l'impact que Que le ça virus aura? aura sur nos vies. C'est assez dur. Je sais pas. À moyen terme, c'est sûr que le online va rester largement dominant par rapport au live, parce que je vois pas, je sais pas, c'est très dur à dire, mais ça m'étonnerait que ça reparte comme avant du jour au lendemain, tu vois. Surtout les Ouais. tournois de poker. Surtout les tournois de poker, c'est une des pires, c'est une des, comment dire, Ah, des une des pires pires choses pour activités, c'est transmettre. une des pires activités par rapport à ça, en fait, par rapport à la transmission, c'est presque la pire chose que l'on puisse faire. Donc je sais pas, mais c'est vrai que là, on a au moins la chance de pouvoir jouer en ligne, alors qu'il y a beaucoup d'autres activités qui peuvent pas faire du tout. Donc ça a au moins un aspect positif pour les joueurs de poker, et ça a aussi, j'espère, pousser les sites justement à améliorer l'expérience en ligne. Ta popularité ne s'est jamais démentie. On a parlé du creux que tu as eu. C'est vrai que t'as eu pendant un moment un creux de résultats. Pourtant, tu restes toujours le mec le plus populaire du poker en France. Je pense que tu t'en es rendu compte d'ailleurs quand tu as gagné ton second bracelet, vu le nombre de messages que tu as dû Ouais, c'est avoir. sûr. Ouais. Ça fait quoi d'avoir toujours cette popularité intacte? Bah, ça fait plaisir, c'est sûr. J'apprécie vraiment le soutien de tout le monde, d'avoir autant de fans, autant de personnes qui vivent un peu à travers moi. Et ça donne aussi, j'apprécie ça beaucoup, et ça donne aussi pas mal de responsabilités, justement, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui me voient un peu comme une idole et comme un. Et c'est une bonne chose, et j'essaye de donner la meilleure image possible du poker et de moi-même, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu ces deux facettes, en fait, tu vois. En fait, d'un autre côté, tout le monde idéalise un peu tout ce que je fais, alors qu'en fait, je suis un peu comme. Je suis quand même.
un peu comme tout le monde, on va dire. C'est comme il y a des fois, j'ai des amis qui jouent au poker, j'ai des personnes qui jouent au poker et qui ont peur de jouer un coup contre moi, mais j'ai deux cartes que le poker, on est un peu tous égales dans la mesure où j'ai deux cartes comme tout le monde, et quand on est all-in, les pourcentages, c'est les mêmes pour tout le monde, même si je vais essayer de mieux jouer et d'avoir un edge. Surtout au poker, la variance, elle est tellement telle dans quelques coups qu'il ne devrait pas avoir ce complexe. Mais sinon, ça fait quand même très plaisir de voir que les personnes me soutiennent toutes ces années, et j'espère ne pas les décevoir. Au niveau de ta communication, il y a quelques années, j'ai rencontré un Elki qui faisait le travail, faisait le job parce qu'il savait le faire, mais prenait, on va dire peut-être pas forcément du plaisir. Tu le faisais parce qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, tu es plus discret auprès des médias, tu accordes finalement assez peu d'interviews, et je te remercie encore une fois d'avoir accepté pour moi. Par contre, j'en ai l'impression que tu maîtrises beaucoup mieux ta com à travers tes réseaux sociaux. T'hésites pas à t'afficher avec ta moitié. C'est un choix de ta part, ça aussi? Ouais, bien sûr, oui. En fait, c'est un choix de partager un peu tout. De toute façon, en fait, ouais, c'est un choix de partager ma vie comme elle est avec tout le monde. Et je pense que c'est aussi. euh, j'ai eu des bons retours là-dessus, mais c'est aussi ce que je veux. En fait, j'aime vraiment être naturel et partager ce qui arrive dans ma vie. Donc, si un jour j'adore jouer au poker, bien sûr, mais si une semaine je joue pas au poker, j'ai pas besoin de faire un post sur le poker. Je préfère faire quelque chose qui est vraiment d'actualité, en fait. Et bien sûr, en ce moment, c'est le poker et GG Poker l'actualité, mais ça peut et ce le sera pendant un moment, je pense, surtout vu la situation actuelle. Mais Ouais, pour les voyages, ce sera pas de suite. Justement, tu disais, c'est important que les gens te voient à l'extérieur, te voient avec ta femme, te voit en train de faire des voyages, des choses bah, comme ça. Mais ouais, c'est pas important. Enfin, ils voient ce qu'ils veulent voir, mais c'est important pour moi. Enfin, c'est une partie de ma vie, tu vois. mais justement, et le fait justement de montrer cette partie de ta vie, de montrer que tu n'es pas que elle qui, le mec à fond derrière les écrans, etc., ça a changé quoi pour toi? T'as l'impression que les gens te perçoivent différemment grâce à ça? Ouais, peut-être un peu plus. Il y en a, je sais pas, franchement. Peut-être un petit peu, ouais. Parce que Ça moi, leur a fait découvrir une facette un peu différente, c'est sûr, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissaient juste comme joueur de poker ou joueur de jeux vidéo. parce que moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que ça, quelque part, j'ai l'impression que ça t'a humanisé. Tu vois, le côté, le mec qui avait tous les records, le mec qui peut jouer 40 tables à la fois, le mec qui arrive à faire un triple code comme ça, et d'un coup, ben non, mais le mec, tu t'humanises en montrant cette part de toi. Ouais, c'est possible aussi, c'est possible. Il y avait des amis aussi qui me disaient auparavant qu'il y avait même plein de journalistes qui avaient peur de m'approcher parce qu'ils croyaient que parce qu'à la table de poker, j'avais une image comment dire, Ouais, un peu froide, un peu assez dur. froide et dure parce que j'étais concentré, ouais. Et C'est vrai que là, je suis pas du tout comme ça, mais en fait, c'est évidemment un peu comment dire, quand tu joues à un tournoi de poker surtout quand il y a beaucoup d'enjeux, en fait, il faut être extrêmement concentré et c'est dur et c'est pas aussi et je suis pas capable de parler à tout le monde et d'avoir fun et de rester comme Daniel Negreanu, par exemple, en fait, tu vois, il peut parler à tout le monde à table et avoir du fun et il peut même manipuler les gens et rester concentré et jouer à son meilleur niveau. Et personnellement, je peux pas. Quand il y a un enjeu important, je peux pas vraiment faire ça. Surtout, enfin, personne peut le faire comme lui, mais surtout pas. ça t'a fait plaisir de le rejoindre. On sait que vous êtes proches, que vous entendez bien. Ouais, bien sûr, ouais, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est vrai que je pense que c'est le meilleur ambassadeur au monde pour le poker en ce moment, même si des fois il est assez, comment dire, on dit controversiel, Ouais, controversiel. controversé, ouais. Il est très controversé sur certaines de ses opinions, mais au moins, enfin, il dit il est franc et je pense qu'il a vraiment l'intérêt du poker et des joueurs de poker à cœur, même si c'est pas toujours très bien comment l'exprimer et que des fois certaines de ses opinions, mais au moins, mais je pense on pourra avoir une super collaboration ensemble et on a vraiment la même vision sur le soft de GG Poker et leurs ambitions, donc j'ai hâte de le retrouver On- aux tables virtuelles ou live, mais ça va prendre du temps les deux parce qu'en fait il peut pas jouer non plus vu il habite aux États-Unis et maintenant il peut plus voyager, donc donc, parfait. Le timing est bon, quoi. Pour finir, Bertrand, on parle rarement de la suite, mais ça fait 20 ans maintenant que tu es une figure majeure dans le gaming en général, que ce soit pour les jeux vidéo, après le poker, peu importe.
Mais toi, quand tu réfléchis un peu à la suite, tu sais quoi que tu te donnes, toi, comme vision un petit peu à moyen terme ou à long terme? Tu penses toujours rester un joueur? Est-ce qu'un jour tu penses devenir un entrepreneur? Comment tu vois ça? Ouais, en fait, j'ai pas vraiment trop de projets à moyen long terme. Moyen long terme, en fait, tant que ce que je fais, ça me plaît. Mais là, en fait, bien sûr, je suis joueur et ambassadeur pour GG Poker, mais je serai aussi beaucoup plus impliqué avec eux Un en peu tant de que développeur? consultant, pas développeur informatique, mais pour ouais, un peu plus consultant et vraiment être vraiment impliqué dans leurs initiatives et dans leurs stratégies et autres. Et donc ça, c'est très intéressant et ça me fait aussi plaisir. C'est aussi une des raisons pour laquelle je les ai rejoints. Après, à terme, en fait, tant que je prends du plaisir à ce que je fais, je vois pas pourquoi je changerais. Donc, je verrai. Mais j'ai jamais été très bon à planifier pour 5 ou 10 ans. Tu vois, je me suis pas dit dans 20 ans, je vais faire ça. Je sais même pas ce que je vais faire là. Maintenant, je sais quand même ce que je vais faire, mais en général, je savais pas ce que j'allais faire l'année prochaine. Tu vas là où l'aventure semble être bien, quoi. Ouais, je préfère pas. En plus, enfin, c'est bien d'avoir des projets, mais il y a tellement de variables et tellement de choses qui changent tout le temps qu'il faut être capable de s'adapter à la situation. Parce que même si j'ai envie de faire ça, il y a des chances que je puisse le faire, mais il y a des chances que autre choses qui viennent entre temps, qui apparaissent et il y aura tellement de choses qui, la vie change tellement en permanence et le monde change en permanence. Et donc, en fait, on peut jamais savoir ce qui va. Genre, il y a 10 ans, pratiquement personne n'aurait pu imaginer à quel point Twitch allait grossir. Il faut quand même être capable de s'adapter à notre situation en général, que ce soit à la table de poker ou dans la vie. C'est intéressant ce que tu dis, ce sera ma dernière question. Là où beaucoup ont arrêté, où beaucoup ont perdu du crédit en tant que joueur, en tant que personnalité publique, toi, justement, tu as toujours eu le crédit maximum, t'as toujours été dans le cœur des gens, etc. Est-ce que c'est justement parce que toi, tu as su t'adapter? Est-ce que tout ça, c'est qu'une question d'adaptation? C'est pas qu'une question d'adaptation. L'adaptation, c'est très important, mais c'est pas que ça, je pense. Bah, aussi, peut-être, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément, qui avaient, qui avaient peut-être, comment dire, une forme de lassitude et, par rapport à ce milieu, par rapport au. C'est vrai que c'est pas toujours facile la vie de joueur de poker de tournoi. C'est aussi très, comment dire, quand tu vois dans les articles, dans les magazines, tu as l'impression que c'est le truc le plus facile au monde, mais en fait, c'est pas. On gagne des millions tous les ans en allant, en voyageant. Il peut y avoir des périodes beaucoup plus. Comment dire, j'adore ce que je fais et j'ai vraiment de la chance de pouvoir jouer au poker professionnellement et d'avoir eu tous les résultats que j'ai eu, mais c'est quand même pas non plus aussi facile que ce que tout le monde veut. Enfin, ce que l'image publique, elle est un peu trop. Un peu Comment dire, tronqué? un petit peu. Bah, c'est un peu dans tous les. Je pense que c'est dans tous les domaines comme ça. En fait, il y a aucun domaine qui est vraiment. En fait, tu montres que comment dire, les points de vue qui sont Positif, alors que les la plus réalité est un positifs, peu alors que différente, ouais. c'est jamais vraiment totalement blanc ou noir. Donc après, je sais pas si c'est pour répondre à ta question, je sais pas si c'est que l'adaptation. C'est vrai que l'adaptation c'est important, mais il y a tellement de facteurs qui entrent en compte dans ce genre de situation que c'est assez difficile d'en sortir un seul. Pour finir, Bertrand, pour tous ceux qui te suivent, et je sais qu'ils sont très très nombreux en France, est-ce que tu as un dernier message à leur faire passer à tous ceux qui te suivent en France? Bah, je voudrais vraiment les remercier pour leur soutien toutes ces dernières années et j'espère qu'on va pouvoir développer le poker au maximum ensemble et les revoir bientôt. Et merci à tous. Eh bien, écoute, Bertrand, c'est un plaisir, mon ami, à Merci chaque fois Loïc. de t'avoir. Je suis très honoré parce que tu acceptes toujours mes invitations. Et merci encore beaucoup, Bertrand. Et on se revoit très vite. Bertrand, qui est maintenant chez GG Poker. À bientôt Loïc. Ciao.